Faire faire aux machines ce que l'homme ferait moyennant une certaine intelligence, une phrase signée Marvin Minsky, l'un des pères de l'intelligence artificielle. Cette discipline ne cesse d'évoluer depuis la fin des années 50, de la robotique à l'imagerie médicale en passant par le traitement automatique de la parole. Quels sont les différents domaines de ce que les initiés appellent l'IA? Pour en parler, nous recevons une spécialiste, chercheur au CNRS et membre de l'Association française d'intelligence artificielle. Michèle Sebag, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, une première question s'impose évidemment. Quelle est la définition de l'intelligence artificielle exactement? La définition de l'intelligence artificielle, c'est une machine qui est capable de donner à un observateur l'impression d'une intelligence humaine. Le jeu de l'imitation, ce qu'on appelle aussi le test de Turing, c'était une machine est intelligente dans la mesure où quelqu'un qui est derrière la porte ne saurait pas distinguer, quand la machine parle avec un être humain, ce qu'elle dit de ce que dirait un autre être humain. Il y a les pères de l'intelligence artificielle, donc John McCarthy en particulier en 1956, qui dit « Nous savons à peu près de manière précise décrit ce que c'est que l'apprentissage humain et ce que c'est que l'intelligence. Donc allons-y, on va essayer de reproduire ça. » Pour qu'on comprenne bien, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est du mimétisme finalement ou c'est une capacité de raisonner? La capacité de raisonner fait partie de l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est pas forcément être très malin. Le fait de dire 2 plus 2 égale 4, c'est ce que les machines font depuis le début, c'est-à-dire grosso modo de manière industrielle depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'avec de la logique, on ne réussit pas nécessairement à donner l'impression de l'intelligence. Par exemple, si je vous dis « vous avez l'heure » et que vous êtes parfaitement logique, vous me répondrez « oui ». Mais ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'un être intelligent. Un être intelligent va comprendre que je veux dire « quelle est l'heure ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les machines de l'intelligence artificielle ne sont pas autonomes parce que c'est toujours les humains qui leur donnent des ordres. Elles n'ont pas de volonté en termes un peu plus philosophiques. Ça, c'est une question qui est centrale. Il est certain que nous, avant même d'avoir une volonté, nous avons des instincts. Nous avons l'instinct de manger, l'instinct et quelques autres comme ça. La machine, évidemment, il faut du courant. Ok, ça c'est quelque chose de très important. Mais s'il n'y avait que ça, le robot, par exemple le robot typique, se contente de rester assis si j'ose dire, sur la prise de courant et ne bouge pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qui peut lui donner de l'autonomie? En fait, il est possible de donner à un robot l'équivalent de la curiosité. Et ça, c'est le début de l'autonomie. On est capable de dire, par exemple, le robot se promène et donc il absorbe des informations. Et on voit bien que s'il reste toujours en face du même mur, cette information ne change pas. Et ce n'est pas nourrissant en termes d'information. Donc on est capable de munir les robots de préférence pour une information riche. Et ça, c'est le début de l'autonomie. Que sait faire l'intelligence artificielle? Quels sont ses différents domaines d'application en quelque sorte? Par exemple, si je vous donne la liste de toutes les contraintes auxquelles on doit répondre quand on établit le trajet des trains dans une grande gare. Ok, c'est assez complexe. Et ça, c'est quelque chose où la machine réussit à explorer tout ce qui est possible, ce qui est idiot. C'est pas notre façon de procéder, mais le résultat, c'est là ce qu'on veut. À élaguer tout ce qui est incohérent, où 2 trains se rentrent dedans, et à sortir une solution. Voilà pour la logique. Vous avez tout le web qui repose sur l'intelligence artificielle, parce que un point très important, c'est que le volume d'informations en soi n'est rien. Ce qui rend le web accessible, c'est que dans cette masse énorme d'informations, on sait chercher. Voilà un deuxième grand pan d'application de l'intelligence artificielle. Un troisième, c'est, il y a énormément d'IA, d'intelligence artificielle, ou d'apprentissage dans beaucoup de ce que vous voyez fabriqué autour de nous. Comment optimiser, comment déduire, comment aller chercher les bons matériaux, comment faire la conception. Voilà un type d'application. Enfin, et ça c'est l'une des réalisations qui m'impressionne le plus récemment, vous commencez à avoir des logiciels de traduction, notamment fondés sur les ressources de Google, qui commencent à être de plus en plus raisonnables.
Même si pour ce qui est de la traduction et donc du traitement de la parole, il y a des failles quelquefois. Ce ne sont pas des traductions très précises, parfaites. Non, c'est vrai, il y a encore des failles. Et ça, à quoi c'est dû? Une partie est due au fait que nous n'avons pas encore de bonnes données. Par exemple, supposez qu'on nous donne les traductions de tous les livres, disons, hein, français, anglais, français, russe, ok, guerre et paix. Bon. Maintenant, je veux traduire, en russe ou en anglais, bon, je veux traduire une phrase. Si j'ai un peu de chance, la phrase que je veux traduire est déjà textuellement, dans le livre dont j'ai la traduction. Là, tout va bien. Sinon, je vais essayer de dire quelque chose comme, par exemple, si la phrase « je vais vers la porte » n'est pas précisément dans le texte, certainement il y a « je vais » et certainement il y a « vers la porte ». Donc je vais retrouver les petits bouts de solution et les mettre ensemble. Si ma collection de données n'est pas assez grande, à ce moment-là, effectivement, je suis chocolat. La machine est chocolat. Il n'y a pas d'invention, il y a une recombinaison de ressources existantes. Pour ce qui est du traitement automatique de la parole, mais orale, on sait qu'il y a certains smartphones, maintenant, on leur dicte quelque chose, et j'imagine que ça produit un spectrogramme, et Oui. la machine réussit à reproduire ce qu'on a dit. Où est-ce qu'on en est dans ce domaine-là? Il y a des failles également, ça ne marche pas dans toutes les langues, etc. Il y a encore des failles. Vous vous souvenez de la traduction « L'esprit est fort, mais la chair est faible ». Et l'une des premières traductions hilarantes était « Le whisky est bon, mais la viande est pourrie ». Typiquement, le genre d'erreur qu'on fait, surtout dans des sens métaphoriques, il est clair. Maintenant, à ce genre de faiblesse, la question c'est bien, est-ce que quelqu'un qui fait des erreurs, est-ce qu'il est encore intelligent? Turing a répondu à ça. Regardez-nous, on fait des tas d'erreurs et pourtant on est raisonnablement intelligent. L'un des premiers domaines auxquels l'intelligence artificielle a été appliquée, c'est le domaine des jeux, et notamment des échecs, oui. Avec ce phénomène, on peut dire ça comme ça, en 1997, lorsque oui. Garry Kasparov s'est fait battre aux échecs par l'ordinateur Deep Blue. Ça a vraiment marqué les esprits, ça. Oui. On a parlé en particulier d'une blessure narcissique de l'IA. À la suite de toutes les blessures, le fait de découvrir que la Terre n'est pas le centre du monde, le fait de découvrir que l'homme n'est pas totalement conscient de lui. Et là, brusquement, le fait de savoir qu'on peut perdre aux échecs. On a une machine qui peut explorer certains de vos coups, et en particulier à qui nous pouvons indiquer tel et tel coup sont idiots. Les échecs, pour les spécialistes d'IA, ont une légère faiblesse du point de vue de la démonstration, qui est que la force brute s'en sort assez bien. L'une des formes de l'intelligence artificielle, c'est ce que l'on appelle le modèle neuromimétique. En gros, il s'agit de modéliser le cerveau ou du moins de s'inspirer de son mode de fonctionnement. Les réseaux neuronaux, c'est quelque chose qui apparaît, disons, au début des années 40. Et les gens se disent, mais au fond, un neurone, c'est, je simplifie outrageusement, c'est juste un petit élément de calcul. Il reçoit des informations. Et il émet une information. Donc allons-y. Et on va essayer de voir quelle est cette forme de calcul. Ce que vous nous dites en fait, c'est que l'automate de base s'inspire du fonctionnement d'un neurone humain? C'est une simplification outrageuse, mais en gros c'est ça. Il réagit en fonction des signaux qu'il reçoit en entrée? Oui. Toujours les êtres de l'intelligence artificielle traitent l'information qu'ils reçoivent de leur sens, de leur capteur. Et à quoi ça s'applique ce genre de choses dans la production industrielle par exemple? Mais oui, par exemple, dans tout ce qui sert à faire une voiture au hasard, comment est-ce que je vais optimiser le matériel qui sert à faire les pneus en fonction des efforts que j'ai? Comment est-ce que je vais optimiser la forme de la voiture pour résister à l'air, au crash et ainsi de suite? Là, il y a pas mal d'applications d'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des caractéristiques typiques de l'intelligence humaine que l'on cherche à transférer à l'intelligence artificielle? Oh oui. Ce qui est très instructif, c'est que les caractéristiques qui s'avèrent extrêmement difficiles à transférer, ce n'est pas celle dont nous sommes le plus fiers. Par exemple, quand vous voyez les débuts de l'intelligence artificielle, vous considérez qu'il y a quelque chose qui est noble, qui joue aux échecs, et quelque chose qui est, mon Dieu, modeste, qui consiste à préparer le tableau du petit déjeuner et à l'apporter au lit. Ok. À la profonde surprise de tout le monde,
Jouer aux échecs, on y arrive. Arriver à préparer le plateau du petit déjeuner et à l'apporter au lit, eh bien c'est dur encore. Donc il y a pour le moment, dans tout le contexte humain, il y a une intelligence des gestes. Il y a une intégration de la volonté, du mouvement et de l'énergie qui est pour le moment sans exemple, qui est inégalée. Est-ce que le monde de demain, ce sera celui des objets intelligents avec des GPS partout, des puces RFID partout Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une accélération de l'intelligence artificielle en quelque sorte ces dernières années. Les progrès effectivement s'accélèrent, mais je pense qu'il est pertinent de remettre ça dans un contexte beaucoup plus large. Si vous voyez par exemple la distance entre l'apparition du feu à l'apparition du langage à l'apparition de l'écrit, l'apparition de l'écrit à l'apparition de l'imprimerie, etc. À ce moment-là, vous avez le fait que ça s'accélère exponentiellement vite. Et il y a des contextes dans lesquels, franchement, je ne sais pas si c'est nécessaire ou si la pression qui est en ce moment ne part pas du principe que, puisque c'est possible, puisqu'on le peut, on le doit. Michèle Sebag, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.